Bienvenue dans ce format short du podcast Health Tech in Progress, format que je produis en partenariat avec l'ACIP Santé, l'association des cadres des industries de santé. Ce format short est un format plus court dans lequel je reprends un épisode passé et dont j'extrais les éléments les plus pertinents, les plus intéressants. Et dans cet épisode, j'échange avec Hubert Viau et Robin Brèche, les CEO et CTO de Maela. Maela édite un logiciel de télésurveillance péri-hospitalière. Le praticien peut ainsi transmettre à son patient toutes les actions nécessaires à faire avant son admission. Il pourra également suivre l'état de son patient en post-opératoire et jusqu'à la fin de sa convalescence. Dans cet épisode, on parlera donc du déploiement de Maela dans les hôpitaux, d'expansion à l'international et de gestion de l'hypercroissance. Bonne écoute à vous. Est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que vous pouvez me présenter Maela, donc quels sont vos services, à qui vous vous adressez et puis quels problèmes vous taclez? Alors Maela, on est une société de e-santé. Pour moi, la e-santé, c'est l'alliance du digital et de l'humain. C'est important et je reviendrai sur ce point. On est éditeur d'un côté d'une plateforme en fait de télésurveillance péri-hospitalière. Quand je dis télésurveillance, c'est même digitalisation de parcours de soins, c'est-à-dire avant un traitement médical, une chirurgie, mon praticien va pouvoir définir tout ce qu'il veut que je sache et que je fasse en amont de ce rendez-vous, de cette venue. Et puis en aval, il va vouloir surveiller mon état de santé, m'éduquer, m'informer sur les suites de mon traitement, les conduites à tenir, et surveiller mon état de santé jusqu'à la fin de ma convalescence, sauf que le praticien, en théorie, il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc le but, c'est d'automatiser et de rendre le système de plus en plus intelligent pour que le praticien n'intervienne que quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est notre premier, entre guillemets, notre premier métier, c'est éditeur de ce produit, et c'est ça que gère Robin au quotidien. Et le deuxième métier de Maela, c'est qu'on est opérateur de télésuivi infirmier. Donc quand je disais que la e-santé, c'est du digital et de l'humain, on n'a pas retiré justement l'humain du soin, et donc nous, on a des infirmières qui, 24 heures sur 24, télésurveillent les patients qui sortent de l'hôpital, les accompagnent, répondent à leurs questions, à leurs angoisses, font le lien avec l'hôpital au moindre problème, et donc permettent de reproduire finalement la surveillance hospitalière dont on peut bénéficier en chambre à l'hôpital, mais à la maison par l'intermédiaire d'un PC ou d'un smartphone, avec aussi une disponibilité, un temps médical accru grâce justement au digital. Et justement, tu parles d'établissements. Dans combien d'établissements vous êtes déployés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est déployé dans une quarantaine d'établissements et on accélère assez rapidement. Depuis qu'on travaille avec Medtronic, aujourd'hui, on est présent dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg. On a également là un contrat qui démarre en Égypte. On en a également en Arabie Saoudite. Donc on commence à être présent un petit peu partout sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Mais notre cœur historique, notre base installée est vraiment la plus présente en France. C'est là où on est les plus aboutis. Ok. Et j'avais une question peut-être plus pour ton CTO. Comment tu traduis en fonction opérationnelle les besoins qui remontent du terrain? Alors c'est une question complexe parce que tu vas avoir les évolutions mineures qui ne sont pas prévues encore dans la roadmap et dont tu as besoin pour satisfaire ton client et possiblement renouveler ton contrat. Et tu vas avoir des demandes qui, elles, sont déjà prévues dans la roadmap et sur lesquelles tu vas simplement devoir faire patienter un peu ton client, lui expliquant c'est déjà pris en compte, on a des évolutions majeures qui arrivent. Alors, et comment est-ce qu'on les prend en compte? Déjà, on va faire des entretiens quand il y a vraiment des demandes spécifiques, c'est-à-dire qu'on va échanger rapidement pour vraiment identifier le besoin, pour ensuite l'implémenter. C'est aussi simple que ça, et aussi vérifier que simplement la plateforme actuelle ne répond pas déjà aux besoins. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un contournement simple qui permet de répondre aux besoins fonctionnels du client? Après, je dirais aussi qu'on travaille beaucoup en équipe. On a des équipes de déploiement, de formation qui nous font remonter. Et on a les infirmières aussi qui sont extrêmement utiles pour nous dire, voilà, là, les patients, ils galèrent avec ça, les médecins, ils râlent là-dessus. Et donc ça alimente aussi pas mal la roadmap. Mais c'était une question que j'avais. Quelle est la plus grande difficulté quand on veut s'implanter dans un hôpital? À qui est-ce qu'il faut s'adresser? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Ouais, non, il y a deux grosses variables. Il y a l'argent et la technique. Enfin, non, il y a même trois. Il y a la conduite du changement. Déjà, la première grosse difficulté, c'est le mode de financement de l'hôpital public. Enfin, je veux dire, quand on est un acteur de petite taille, qu'il faut passer par un appel d'offres, que machin, c'est vraiment
c'est infernal en fait, ça prend du temps, on n'est pas sûr. Ça prend combien de temps à peu près pour avoir Bah, une ordre d'idée? entre l'émission d'un appel d'offres et la validation, ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais encore, il faut qu'ils aient de la bande passante pour le rédiger, pour le dépouiller. Enfin, ça peut être très compliqué. Alors, il y a d'autres moyens qui se développent, il y a des centrales d'achat, mais globalement, l'achat public est quand même pas hyper facilitateur de l'innovation et de démarrage de petits projets. Donc c'est déjà ça. La première réponse, je dirais, c'est vraiment la difficulté à le faire financer. La deuxième, c'est techniquement, quand on veut s'intégrer dans un système d'information hospitalier, c'est complexe. C'est complexe et globalement, les compétences sur ces sujets-là sont rares. Donc c'est assez difficile d'aller trouver des gens qui savent faire communiquer un système d'information hospitalier avec un logiciel tiers. Voilà, il y a des normes qui existent, mais qui sont maîtrisées par peu de personnes. Et de toute façon, le sous-financement de l'IT en santé fait que il y a pas beaucoup de gens qui restent dans ces secteurs quand ils ont des compétences. Et puis le dernier point, c'est la conduite du changement. L'hôpital, en règle générale, et les soignants sont pas des gens qui aiment beaucoup mettre en place des innovations dans ce qu'ils ont mis en place, en fait. Hein. Tant que ça tourne, l'hôpital s'interroge pas beaucoup. En général, c'est pas un secteur qui se benchmark beaucoup. Donc on peut avoir plein d'autres industries, voilà. Et donc c'est vrai que bon, soit on tombe sur une équipe ultra volontaire qui est à la pointe, et là ça se fait assez bien. Soit effectivement sur quand c'est une équipe un peu plus lambda, rajouter une tâche, intégrer les patients dans la plateforme, faire ci, expliquer ça, en général, ça c'est difficile. J'ai vu que dans l'équipe fondatrice, il y avait le docteur Vincent Frering et le docteur Benoît Gignoux. Est-ce que ça a un rôle facilitateur d'avoir des personnes avec une autorité médicale quand on se lance dans le médical et notamment pour s'implanter dans les hôpitaux? Complètement. Alors vous parlez de notoriété médicale, c'est peut-être déjà que vous les connaissez ou vous êtes renseigné. C'est moi ce que j'appelle des KOL, hein, des Key Opinion Leaders sur leur secteur. Vincent Frering sur la bariatrie et Benoît Gignoux sur tout ce qui est ce qu'on appelle la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Aujourd'hui, faire de la e-santé sans avoir des médecins à son board, c'est un peu une hérésie. C'est un petit peu comme dire je vais révolutionner une industrie type, je sais pas moi, le médicament sans avoir un pharmacien ou je sais pas, le spatial sans avoir un ingénieur. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est très bien de vouloir révolutionner les choses, mais faut déjà partir du besoin et du terrain. Ouais, faut connaître le métier. Moi, l'idée de Maëla, c'est pas moi qui l'ai eu. J'ai beau être CEO, cette idée vient des médecins fondateurs. Moi, je n'ai été que, entre guillemets, l'architecte et le chef de chantier de l'opération. C'est eux qui sont venus me voir en me disant, écoute, Hubert, nous, aujourd'hui, on arrive à avoir des durées de séjour très basses. On arrive à faire de l'ambulatoire surtout, que ce soit de la chirurgie bariatrique, de l'oncologie, du colorectal, des trucs même lourds. Par contre, en pratique, c'est quand même super mal organisé. Le patient arrive, il est pas prêt, il lui manque des trucs. Et puis quand on le renvoie à la maison, bah, il y a 5% de chances qu'il ait un pépin, mais c'est des pépins graves. Et donc, nous, on veut pas qu'il y ait une perte de chance pour le patient. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour faciliter ça. Donc, soit on envoie une infirmière à domicile tous les jours, donc quel est l'intérêt par rapport à l'hôpital, et soit effectivement on essaie d'utiliser le digital pour fluidifier, améliorer tout ça, et c'est là-dessus que le projet Maëla s'est lancé. Donc c'est vrai que j'ai été confronté à titre personnel en externat, en service de chirurgie digestive, appeler les patients avant, après, les zones bordées, etc. C'est vrai que ça prend un temps monstrueux, donc je vois complètement l'intérêt de la solution. Et j'avais une question pour Robin. Est-ce que tu t'adresses un petit peu aux pharmacies centrales des hôpitaux pour discuter avec eux? Je sais pas s'ils rentrent dans le parcours du médicament et dans le parcours de Maëla. Ouais, alors aujourd'hui, ils font pas encore partie, nous, de notre parcours, en tout cas, patient qu'on propose. On a déjà eu des éléments où on a souhaité le mettre en place, notamment dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique, notamment en oncologie, où là, le pharmacien a une place centrale, que ce soit par l'éducation du patient et que ce soit par la rétrocession des médicaments. Aujourd'hui, on n'a pas eu malheureusement de projet spécifique d'éducation thérapeutique. Malheureusement, c'est pas notre interlocuteur aujourd'hui. On est en capacité de le faire sur Maëla. On a des outils qui permettent de faire du suivi d'observance. Moi, quand je suis arrivé chez Maëla, c'était mon dada. Je cassais les oreilles d'Hubert à dire faut absolument qu'on s'équipe d'un module d'observance, de suivi des chimiothérapies orales. C'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on attend? Petit à petit, on a pu avancer dessus. Hein. Mais voilà, notre cœur de métier, c'était la chirurgie, donc ça a mis du temps. Aujourd'hui, on est prêt à le faire. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi des clients pour lancer nos premiers programmes vraiment de suivi des chimiothérapies orales, de ce type de thérapie innovante.
Non, peut-être que tu as un mot à rajouter? Moi, je voulais compléter parce que il y a quand même une anecdote assez intéressante à propos des pharmaciens. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est pas un acteur clé dans le parcours et pourtant, il peut le devenir. Aujourd'hui, nous, on est présent, par exemple, dans le GHT 17, notamment au CH de La Rochelle, et on est présent là-bas en grande partie grâce aux pharmaciens, d'ailleurs, qui s'appelle Benoît Lefranc, à qui je fais un petit coucou, je sais pas s'il écoutera. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment identifié l'intérêt de ces solutions. C'est lui-même un entrepreneur en santé. Il a développé DrugCam, je te laisserai regarder, Mariadec. Et c'est quelqu'un qui a réussi à booster parce qu'il avait aussi accès aux achats et au porte-monnaie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont identifiés dans la chaîne, mais je pense que s'il le voulait, il pourrait avoir un poids vraiment important. D'autant que toutes ces solutions digitales, si on y regarde bien, deviennent des DM. Donc forcément, à un moment, il va falloir que la Bah pharmacie se complètement, penche bah je dessus. le vois, ne serait-ce que dans les stages que j'ai pu faire, j'ai vu des pharmaciens qui faisaient le travail à la mano, avec le téléphone pour suivre le patient. Donc bon, forcément, je me dis qu'ils ont un rôle à jouer, c'est pour ça que je posais un peu cette question. Tout à l'heure, tu évoquais donc votre partenariat avec Medtronic et notamment votre expansion à l'international. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris qu'une start-up elle parte aussi vite à l'international et aussi vite en dehors de France. Donc, la première question, c'est quel est l'intérêt de grandir aussi vite en dehors de la France? Ben, comme toute start-up, l'intérêt, c'est la croissance au départ. On est sur des marchés, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, qui sont un peu difficiles d'accès pour toutes les raisons que j'ai évoquées, notamment le financement. Ces barrières à l'entrée qu'on peut trouver en France, elles sont pas forcément là dans d'autres pays. Il y a d'autres pays qui sont plus avancés sur la digitalisation, sur le financement des innovations digitales. Donc pour nous, c'est une réelle opportunité. Et plus on a de clients, plus on a de moyens pour financer de l'innovation, plus on peut en faire bénéficier nos clients. Donc pour nous, c'est vraiment c'est vraiment un changement d'échelle et une chance énorme. Donc l'intérêt, enfin pour moi, il est évident. En fait, c'est même pas une question. Je veux dire, c'est quand vous montez votre société, si on vous propose de prendre un gros marché et que vous vous sentez d'être en capacité de le prendre, il n'y a pas à hésiter. En fait, il faut y aller. Est-ce qu'il y a un prérequis avant de se lancer à l'international? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment avoir un gros poisson derrière soi pour se lancer à l'international? Est-ce que tu as des conseils pour des startups santé qui voudraient se lancer? Il y a deux possibilités hein, quand on veut se lancer à l'international. Soit vous voulez le faire vous-même. Vous prenez un budget, vous allez ouvrir un bureau à Berlin, vous recrutez 4 commerciaux, et puis là-bas, vous n'êtes pas connu, vous êtes personne, il faut tout redémarrer à zéro. Voilà. Vous avez la deuxième possibilité, hein, vous avez un acteur comme Medtronic qui est déjà présent dans tous ces pays, qui a bonne presse auprès des établissements de santé, qui a des moyens, des commerciaux qui sont dans tous les hôpitaux. En fait, ça n'a rien à voir. En fait, nous, on a une plateforme commerciale grâce à Medtronic qui est juste sans commune mesure avec une expansion naturelle qu'on pourrait avoir. Donc en fait, c'est un petit peu, je sais pas si vous regardez la Formule 1, mais on est pris dans l'aspiration du véhicule de devant. En fait, Medtronic, c'est un gros acteur qui nous tracte et nous derrière, on se fait entraîner comme ça. Et franchement, c'est une aventure qui est hyper sympa, hyper excitante. Voilà, bon, avec des problématiques, vous voyez, des pays comme l'Arabie Saoudite, pour travailler chez eux, faut héberger sur place. Sur place, vous avez que des petites compagnies. Voilà, en termes d'hébergement de données de santé, c'est pas non plus très facile. Donc voilà, il faut trouver des solutions techniques, il faut traduire l'appli en arabe, qui se lit de droite à gauche, il faut tout inverser sur l'appli. Enfin, il y a des histoires qui sont un peu rocambolesques, mais à partir du moment où il y a des gens pour financer ces projets, franchement, c'est l'éclate d'aller dessus, quoi. Tu sais, pour aller à l'international, surtout, faut avoir un socle particulièrement solide. Il faut qu'une Ouais. plateforme, elle ait un socle parfait au niveau de l'identité, au niveau de tous les sujets principaux pour pouvoir s'internationaliser. D'accord. Et c'est quoi tu parlais justement des challenges à l'international, c'est quoi le plus gros challenge auquel vous faites face dans les autres pays? Euh, L'interopérabilité, moi je alors, dirais. L'interopérabilité, c'est sûr, c'est toujours un énorme sujet en santé digitale et santé hospitalière, je dirais. Il y a un autre sujet, pour moi, c'est l'hébergement local. C'est-à-dire, il y a des pays qui veulent pas que les données soient hébergées en France, bon. Mais même des pays européens hein, ou des pays proches, typiquement la Suisse, l'Allemagne, voilà, des acteurs qui nous interrogent là-dessus. Vous avez le Brexit, donc le UK, on va y passer. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est que de temps en temps, on a beau faire du SaaS pour faciliter les choses, il faut quand même aller redupliquer la plateforme là-bas. Les aspects réglementaires, bon ça, on a de la chance d'avoir un partenaire qui connaît bien la législation locale sur tout ce qui est DM, mais c'est pareil, c'est des gros sujets. Est-ce que vous êtes certifié pour tel pays? Qu'est-ce qu'il vous faut comme voilà.
Et puis la langue en général. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Puis oui, ici, il y a aussi un enjeu, c'est le business model. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, le patient pourrait être intéressé par payer lui-même sa solution, là où c'est pas le cas en France. Voilà, pour toutes ces raisons-là, l'international, c'est dans la santé, c'est compliqué, quoi, parce qu'un pays égale un système de santé. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Une question, celle-ci c'est une question vraiment générale. Quel est le futur de Maëla? Brillant. Ça, j'en doute pas. Non, le futur, je vous l'ai dit en intro, on a vraiment aujourd'hui l'opportunité de le devenir. On veut devenir le leader européen de la télésurveillance. On est vraiment en train de bosser dur sur notre plateforme pour ça. On investit des millions aujourd'hui dedans pour accélérer, pour refondre nos socs, pour urbaniser toute cette solution et permettre d'avoir cette expansion à l'international et proposer de plus en plus de services à nos patients utilisateurs et nos clients, qu'ils soient hôpitaux ou professionnels de santé, pour pouvoir digitaliser le parcours et offrir aux patients, j'ai envie de dire, l'expérience avec une expérience avec l'hôpital aussi fluide presque, je sais pas, moi je prends l'exemple de la SNCF, aujourd'hui moi j'échange, j'achète mes billets dessus, enfin c'est assez fluide, il y a pas de sujet, j'ai complètement perdu, c'est complètement dématérialisé aujourd'hui, voilà, et essayer de pouvoir proposer un niveau de service aussi consistant et à tous les endroits de la e-santé, avec toute la notion humaine bien sûr qui va derrière. Donc j'ai deux questions pour terminer. Une qui va sûrement vous faire sourire. J'ai observé qu'il y avait une similitude entre les aventuriers et les entrepreneurs dans le monde de la santé qui vont vraiment défricher des territoires inexplorés. Donc ma question à tous les deux, c'est quel est votre aventurier préféré et pourquoi? Bob Moran. Non, C'est une réponse. ah non, non, ouais, moi je peux répondre facilement parce que j'étais grand fan d'Indiana Jones étant petit. Plus parce que je sais pas, ça a un côté, c'était vraiment l'aventure. Enfin voilà, à tout moment, il y avait plein de rebondissements, tout comme ça. Après, on pourrait citer des aventuriers un peu plus récents, type les Mike Horn et tout, mais voilà, si vous faites appel à l'enfant que je suis, pour moi, c'est vraiment Indiana Jones. Et c'était le côté, la découverte d'un trésor, aller chercher des secrets, essayer de défricher un certain nombre de choses. Ouais, tu fais un peu ce parallèle avec ce que tu vis en tant qu'entrepreneur santé où vraiment tu t'explores des territoires que personne n'a exploré. Franchement, c'est pas tant ça, moi, que je ressens. Moi, je me vois plus comme un marathonien. Et encore un marathonien qui, à chaque fois qu'il franchit la ligne, on lui dit, mais en fait, faut repartir pour un tour. C'est ça pour moi l'entrepreneur. C'est vraiment la consistance, enfin, comment dire, résistant à l'effort, dans la durée, être constant dans ses valeurs, être constant dans sa personnalité, être constant dans ses idées, dans ses choix, et être capable de les maintenir au long terme, même dans les moments difficiles, de gérer des ascenseurs émotionnels plus qu'un aventurier parce que en fait j'ai pas l'impression que je prenne vraiment, pour moi l'aventurier prend des risques, il met sa vie en péril pour aller faire sa conquête. C'est pas l'impression que j'en ai, moi j'ai juste l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour changer un peu le monde de la e-santé et ça c'est cool. Donc voilà, je suis plus un coureur de fond, alors que j'en ai pas vraiment le physique, mais je suis plus un coureur de fond qu'un aventurier. Avant de prendre la réponse de Robin, je voulais juste savoir si tu avais un conseil pour ceux qui entreprennent, plus généralement dans la santé, pour tenir sur la distance. J'en ai plusieurs. Le premier, Bah, n'hésite pas. c'est financez-vous bien. La e-santé, je ne veux pas dire que c'est un sport de riche, mais presque. Avant de pouvoir en tirer les fruits, pendant très longtemps, ça va pas. Ouais, il y a des grosses barrières à l'entrée. Faut les financer, ça coûte cher. Il y a des certifications, il y a du temps d'appropriation du marché, de maturation du marché. Donc tout d'abord, visez gros sur les financements, sinon, voilà, c'est go big or go home, comme disent les Américains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas de e-santé sans professionnels de santé. Si vous pensez révolutionner un secteur sans avoir des gens qui y travaillent, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est consulter, intégrez-les, mettez-les au board, faites ce que vous voulez, mais faites monter des entrepreneurs dans votre projet. Voilà, ça, et puis troisième point, c'est le bon sens. Essayez pas de vous casser mille fois la tête. Essayez vraiment toujours d'aller chercher des solutions, voilà, qui sont pleines de bon sens et voilà, de ne pas essayer de croire ou de fantasmer sur des choses. Je pense que la réalité et le pragmatisme sont les meilleurs atouts de l'entrepreneur. Ok. Donc du coup, je me retourne vers toi, Robin. Est-ce que tu as un aventurier préféré qui te stimule un peu au quotidien? Moi, c'est un roman d'un aventurier que j'ai lu il y a quelques temps. Ça s'appelle le Roi Ziblin. Donc, c'est un aventurier qui s'appelle Maurice Ben Joneski, quelque chose comme ça.
qui est né en Europe centrale, qui a été fait prisonnier au Kamchatka en Russie, qui à la fin devient roi à Madagascar. Donc c'est Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs un médecin, qui a écrit le livre sur l'histoire de cet aventurier. Donc j'ai particulièrement apprécié. Voilà, c'est vraiment un mec qui Et donc, c'est quoi? Tu veux devenir le roi de Madagascar après? là, pourquoi pas. J'ai vu qu'il avait fait son externat à Tananarive. Ouais, il a même ramené sa femme, je crois, là-bas. Donc, je comprends mieux l'histoire de cet aventurier qui part à l'étranger puis qui revient en tant que roi de Madagascar. Ouais. Non, il s'est aussi beaucoup, c'était quelqu'un qui prenait le taureau par les cornes, puis aussi qui se laissait porter à des moments, mais qui avait aussi un gros esprit d'initiative, qui a su aussi fédérer derrière lui avec un gros charisme. Donc, quelqu'un en qui j'aimerais bien... Qui t'aimerait bien ressembler? Ouais. Très bien. Il a su s'adapter dans tous les pays, quoi. Et c'est ça aussi. Pour moi, c'est l'adaptation à chaque niveau. On va commencer par les prisons russes. Ok, je vais garder ça comme mot de la fin parce que c'est super. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous aussi vous voulez participer à la construction de la santé du futur, abonnez-vous au podcast, laissez un petit 5 étoiles et dites-moi ce que vous avez aimé en me laissant un commentaire. Et pour les plus persuasifs, n'hésitez pas à prendre le téléphone de vos amis et abonnez-les discrètement au podcast. Je suis Mériadec Gagnard et je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre notre exploration de l'écosystème Health Tech.